Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique. Les voix de la politique, comme tous les lundis soirs sur Sud Radio à partir de 19h. Avec nous, pour la dernière voix de la politique de 2020, justement, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonsoir à vous, Nicolas. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir à toutes. Bon, j'espère que vous allez survivre à 2020 quand même, hein, effectivement. C'est la question la plus importante. On va essayer, il nous reste encore quelques jours pour faire la preuve. Tenez bon, Nicolas. Avec vous ce soir, une fois n'est pas coutume, Corinne Tapiero. Bonsoir à vous, Corinne. Bonsoir à tous. Conseillère Les Républicains d'arrondissement à Paris. Avec vous, on va parler de la majorité d'Emmanuel Macron, de son conseiller Bruno Roger-Petit, conseiller pour la mémoire, et de leur relation avec le Rassemblement national. Est-ce pour eux un allié utile ou un ennemi utile? À quoi joue-t-il avec le Rassemblement national? On en parle dans un instant. Parce qu'on le disait sur Sud Radio, c'est la polémique politique, je dis bien politique, du week-end. La révélation dans le journal Le Monde du fait que le conseiller pour la mémoire d'Emmanuel Macron, Bruno Roger-Petit, aurait dîné avec Marion Maréchal. Ça en a surpris plus d'un, ça a énervé une partie de l'opposition de gauche, ça a mis mal à l'aise la majorité, et ça en a surpris plus d'un parce que d'abord, un peu d'histoire. Rappelons-nous ce que disait Emmanuel Macron du Front National pendant la campagne de 2017. Madame Le Pen et ses amis, ils seront réfugiés au château de Montretout, mais ce sont vous et vos enfants qui iront la faire. La même guerre qui en a fait tomber tant et tant. Alors ne cédons pas à cela. Alors ils ne passeront pas. Je veux autre chose avec vous pour mon pays. Mais pas ça, pas ça, pas ça. Effectivement, l'enregistrement n'est pas médiocre, mais la voix d'Emmanuel Macron portait particulièrement loin pendant la campagne. Ça, c'est ce que disait Emmanuel Macron du Front National, du Rassemblement National en 2017. Aujourd'hui, du coup, ses alliés sont tous surpris sur les réseaux sociaux, Clément Barguin, d'apprendre qu'un conseiller d'Emmanuel Macron a dîné avec Marion Maréchal. Ben oui, c'est un déjeuner qui fait réagir. Il y a bien sûr déjà les élus de l'opposition qui ne sont pas avares de commentaires. Du côté de la France insoumise, Alexis Corbière a ironisé, je cite, le macronisme face à l'extrême droite, un rempart, non un rencard. Le système a invité son assurance vie à déjeuner. Macron, un barrage à l'extrême droite, non son meilleur allié, a renchéri la députée insoumise Mathilde Panot. Mais ce déjeuner fait aussi grincer des dents du côté de la majorité. Il y a des gens qu'on ne sonde pas à titre personnel, on les combat à titre collectif. Marion Maréchal et toute sa clique en font clairement partie, a tranché dans un tweet Astrid Panosian, la cofondatrice et trésorière d'En Marche. Et pour le vice-président, par exemple, LREM de l'Assemblée nationale, Hugues Rançon, avec l'extrême droite, on ne discute pas, on ne transige pas, on la combat. Ça, c'est ce qu'il a aussi écrit sur Twitter. Cité par Le Monde, Bruno Roger-Petit, lui, s'est défendu. Il dit avoir demandé à rencontrer l'ancienne figure du Front National à titre personnel, car il voulait savoir ce qu'elle avait à dire et si elle était en résonance avec l'état de l'opinion. Alors, avant justement de se poser cette question, merci à vous Clément Barguin, avant de se poser cette question, est-ce que le Front National est un allié ou au contraire la vraie opposition à Emmanuel Macron? Posons-nous cette question peut-être avec vous, Nicolas. D'abord, le conseiller à la mémoire d'Emmanuel Macron qui rencontre Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est un pur hasard indépendant de la volonté de l'Élysée d'après vous, Nicolas? Moi, je fais pas la police mondaine des dîners en ville, Jean-Marie, mais à tout le moins, c'est imprudent. C'est imprudent parce que quand on est conseiller d'un président de la République, on ne fait rien à titre personnel. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend à partir du moment où on travaille avec un élu. Tous vos faits et gestes, tous vos comportements, tous vos rendez-vous peuvent être analysés et interprétés au regard de la fonction que vous servez. Donc, il n'y a pas de rendez-vous personnel quand on est conseiller du président de la République. Et je trouve cela imprudent. Je trouve cela imprudent également de le faire dans un cadre public, même si je comprends qu'il y a une entrée dérobée à ce restaurant et des salons privés. Mais on est allé très très loin dans la dédiabolisation du Rassemblement national et de la famille Le Pen, puisqu'aujourd'hui, on se rencontre plus dans des appartements témoins, on se rencontre dans des restaurants en public. Ça veut dire qu'on est passé dans un autre cadre et peut-être dans une autre époque. Et ça, vous le regrettez en tout cas, si j'ai bien compris, Nicolas. Oui, je le regrette et je me dis que Emmanuel Macron a beaucoup de chance avec ses conseillers. Alors vous savez, s'entourer, c'est aussi un talent et c'est aussi une compétence. Le problème, c'est pas tant la compétence des conseillers que de celui qui les recrute. Bon, en tout cas, c'est pas avec Alexandre Benalla que Marion Maréchal a dîné. Imaginez sinon le nombre d'articles de presse. Corinne
Corinne Tapiero, d'abord, est-ce que c'est voulu ou pas, le conseiller d'Emmanuel Macron qui rencontre Marion Maréchal? C'est un coup politique, un coup de com' ou c'est une blonde? Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard, que c'est une volonté totalement délibérée. Et je ne peux pas imaginer qu'un conseiller du président de la République soit un électron libre et fasse réellement ce qu'il veut. Sinon, il y a une vraie problématique. La réalité aujourd'hui, c'est qu'Emmanuel Macron fait la courte échelle au Front National depuis des mois, puisque c'est lui le vrai populiste aujourd'hui, finalement. Et on sent bien que son seul rêve, c'est de se retrouver au deuxième tour face à Marine Le Pen. Donc il y avait une inquiétude, à mon avis, qui a dû tarauder l'Élysée, puisqu'on a beaucoup entendu de rumeurs sur l'éventuelle candidature de Marion Maréchal, qui, elle, aurait pu, selon certains sondages, effectivement, supplanter sa tante dans un deuxième tour présidentiel. Alors, je ne dis pas qu'il pourrait briser le plafond de verre, mais il est clair qu'aujourd'hui, la politique qui est menée par Emmanuel Macron et la foultitude de textes qui sortent de l'Assemblée au pas de charge montre à l'évidence qu'il y a une volonté de réformer la société qui heurte l'opinion publique, et elle la heurte de plus en plus. Moi, je note avec un certain amusement l'indignation de certains face à cette rencontre avec Marion Maréchal, alors qu'on ne s'indignerait pas si on rencontrait quelqu'un de la France insoumise qui, pour moi, sont plutôt des islamo-gauchistes et qui sont de la même veine que le Front National. Donc, vous pour qui moi, êtes membre des Républicains, en tout cas. Voilà. Mais il est vrai qu'il y a une stratégie. Pour moi, il y a une stratégie politique qui est évidente, qui est la ligne de mire de 2022. Cela dit, c'est quand même assez dangereux. Parce que copiner avec le Front National, enfin le Rassemblement National, pardon, c'est une façon aussi de ne plus être le rempart au Rassemblement National si c'est devait. Et donc du coup, ça vous inquiète quand même en partie. Nicolas Corato. Ça m'interroge. Ça vous interroge. En tout cas, vous êtes perplexe. Nicolas Corato, quand on voit certains représentants de la France Insoumise qui disent le meilleur allié d'Emmanuel Macron, c'est le Front National, en tout cas le Rassemblement National, qui est censé se retrouver au second tour de la présidentielle pour permettre à Emmanuel Macron d'être réélu. Est-ce que vous analysez les choses de la même manière ? En tout cas, le passé leur donne raison, puisque je vous rappelle que Emmanuel Macron a fêté sa victoire le soir du premier tour lorsqu'il a appris qu'il serait au second tour face à Marine Le Pen. C'était à la Rotonde à Paris, oui. La fameuse fête de la Rotonde, elle n'a pas lieu le soir du second tour, elle a lieu le soir du premier tour. Et oui, toute la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est bien de se retrouver au second tour face à une Le Pen. Plutôt Marine pour ce coup-ci, peut-être Marion pour le coup d'après. Mais aujourd'hui, c'est bien la stratégie. Tant et si bien, et pardon de décevoir un certain nombre de gens et peut-être qui nous écoutent, et moi je considère que les Français qui voteront Marine Le Pen ou le Rassemblement national au premier tour voteront Emmanuel Macron et permettront la réélection d'Emmanuel Macron. Il faut qu'ils en soient tout à fait conscients. Aujourd'hui, Marine Le Pen est, je dirais, l'allié objectif d'Emmanuel Macron, puisque si elle est au second tour contre lui, il y a fort à parier qu'Emmanuel Macron sera réélu, oui. Et vous, en tout cas, vous en êtes persuadé? Vous le voyez aussi de la même manière, Corinne Tapiero? Oui, je le vois de la même manière. Enfin, cela dit, juste une petite rectification, il n'y aura pas de troisième coup, puisque c'est 2 mandats simplement, donc non, mais il risque pas de se retrouver. Mais rien ne dit qu'il gagnera cette fois-ci. C'est pour ça que je dis qu'il peut y avoir un troisième coup. Oui, voilà. Je pense que c'est effectivement la stratégie. Alors, je ne sais pas si c'est un allié objectif, mais toujours est-il que toutes les mesures, enfin un grand nombre de mesures qui ont été prises ont été dans le sens de faire monter un peu le Front National. Il y a eu des prises de position qui ont été assez dramatique de la part de ce gouvernement. Lesquelles? Et de la part, je ne sais pas, mais la grande discussion, la grande désillusion sur la loi sur le séparatisme qui change de nom toutes les 5 minutes, où il y a une véritable incertitude, cette difficulté. Et puis bon, là il y a eu les fêtes de Noël, c'est assez symptomatique d'Emmanuel Macron. Enfin, il souhaite toutes les fêtes à toutes les autres communautés, il n'a même pas souhaité Joyeux Noël aux chrétiens de France. Enfin, je trouve ça insensé, et tout ça sont des choses qui heurtent l'opinion publique. Si monsieur Roger Bruno Petit voulait connaître l'opinion publique, c'est pas Madame Maréchal qui l'aurait dû la demander, il aurait dû sortir dans la rue et interroger les gens, parce qu'il aurait vu le mécontentement, il aurait sans doute entendu, parce qu'il y a un réel mécontentement, une inquiétude qui est encore décuplée avec cette histoire de crise sanitaire qui n'en finit pas de rebondir, et voilà, donc il y a vraiment
En ce moment, on est à la croisée des chemins où on se dit finalement ce quinquennat permet aux candidats élus de ne vivre qu'en fonction de son renouvellement au bout de 5 ans. Et donc c'est quand même assez désastreux parce qu'on est toujours, il y a toujours ces arrière-pensées de l'élection d'après. Et c'est vraiment très gênant. Nicolas Corato, quel scénario vous attendez pour les présidentielles? Je sais que la réponse à la question vaut très cher parce qu'il est très difficile d'imaginer quoi que ce soit. Mais si on fait l'état des lieux des forces en présence aujourd'hui, on a quoi comme certitude pour les présidentielles qui s'annoncent? Moi, je fais aucun scénario parce que je ne sais pas dans le cadre actuel si les présidentielles pourront se tenir telles qu'on les a imaginées. Et ça, c'est un premier sujet que d'ailleurs a évoqué à demi-mot le président de la République quand il dit j'aurais certainement j'aurais peut-être des décisions très graves à prendre. C'est comme ça que vous l'interprétez. On est en pleine crise sanitaire. Rien ne dit qu'en septembre 2021, c'est-à-dire au moment où doit débuter officiellement la campagne pour les présidentielles, la crise sanitaire sera derrière nous. Donc, je pense qu'il est très compliqué dans le cadre-là de faire des scénarios pour les présidentielles. Après, Emmanuel Macron est nécessairement candidat à sa réélection, s'il est encore en capacité de se présenter à ce moment-là. Il aura contribué à faire monter dans le débat public les idées du Rassemblement national et pas que. Je parle de l'ensauvagement, je parle de ses références à Maurras, à Pétain, de ses liens avec Philippe de Villiers, de ses entretiens avec Éric Zemmour. Donc il aura contribué à changer le débat public et à rendre majoritaire dans l'opinion publique un certain nombre de thèses qui sont, à mon sens, anti-républicaines. Et ce qui pose un grave problème démocratique. Quelles sont les thèses qui sont devenues majoritaires avec Emmanuel Macron et qui ne l'étaient pas avant? Non, mais je veux dire, quand vous avez un ministre de l'Intérieur que ne renierait pas mon interlocutrice ce soir, qui se fait le turiféraire de l'ensauvagement et qui reprend à son compte la thèse de l'ensauvagement, qui est une thèse qui existe au Front National et même avant le Front National, et qui est une thèse traditionnelle de l'extrême droite, oui, et que le président de la République n'en tire aucune conséquence politique, alors on peut dire qu'effectivement, les idées politiques de l'extrême droite sont devenues majoritaires, parfois même au sein du gouvernement du quinquennat d'Emmanuel Macron. Cette idée-là que vous voyez celle-là en particulier, mais d'autres. Et vous parliez de Gérald Darmanin, qui est par ailleurs un ancien membre des Républicains. C'est pour ça que vous faisiez cette allusion à Corinne, qui est elle-même membre du parti Les Républicains. Corinne. Cela dit, Gérald Darmanin a donc décidé de soutenir le président de la République et d'en être un de ses ministres. Mais pour vous, il ne fait plus partie de la famille, effectivement. Non, mais bon, il s'exprime énormément par tweet. J'aimerais bien le voir agir un petit peu parce que franchement, s'indigner toutes les 5 minutes par un tweet, nous, si on peut le faire, mais enfin, nous ne sommes pas au gouvernement. Le message sera transmis à Gérald Darmanin. Revenons quand même sur les relations... Sans aucun doute, mais en parlant d'ensauvagement, le premier qui a parlé de sauvageon, c'était Jean-Pierre Chevènement, que je sache, il n'était pas... il ne relève vous pas savez des très idées. bien... laissez Monsieur Chevènement là où il est. Vous savez très bien que l'ensauvagement, c'est une notion traditionnelle et historique de l'extrême droite qui remonte à Charles Maurras. Et pour vous, c'est la preuve, on est là-dessus dans un... Oui, mais le terme de sauvageon a été clairement repris par Jean-Pierre Chevènement. Il a été complètement conspué à ce moment-là, et pourtant, il avait raison. Et si on l'avait davantage écouté à ce moment-là, peut-être que l'état de l'école ne serait pas celui que l'on connaît aujourd'hui. Mais cela dit, on a une vraie difficulté sur le discours, c'est-à-dire que je crois que Emmanuel Macron et En Marche, dont les acronymes sont similaires, est un parti qui n'a pas de doctrine en réalité. C'est un parti qui a voulu taper sur les populistes, mais qui est le plus grand parti populiste que je connaisse. Ils ont sur un grand nombre de sujets des idées du en même temps, qui veulent caresser tout le monde dans le sens du poil, et au final on mécontente tout le monde puisqu'on n'a pas de doctrine claire. C'est quoi votre définition du populisme, Corinne Tapiro, puisque vous dites qu'En Marche est un parti populiste comme les autres? C'est quoi pour vous le populisme? Je veux dire que quand on laboure les terres du Front National, qu'on a traité de populiste pendant des semaines, eh bien on est soi-même un populiste. Enfin, c'est quand même. Et quels sont les éléments dans ce cas-là? Si j'essaie de vous faire préciser votre pensée, Corinne, quels sont les éléments qui vous permettent de dire que la République En Marche ou la majorité ou Emmanuel Macron laboure les terres du Front National? Qu'est-ce qui vous le fait dire? Les références à Pétain, les références à
ces références-là, on a cette manie du en même temps où on annonce quelque chose, puis ensuite quelque chose d'autre qui permet de soi-disant contrebalancer, mais la réalité, elle est claire, c'est qu'à chaque fois, il n'y a pas de décision prise et on ne voit pas quelle est la ligne réelle d'En Marche, à part ce progressisme qui est un mot qui ne veut rien dire, ou en fait qui est pour moi un mot valise, mais on ne voit pas cette doctrine En Marche. Moi, je ne pourrais pas définir En Marche, à part, pour moi, En Marche, c'est Macron, le reste, c'est que des électrons agglomérés les uns aux autres. Autour de la personne du président. Voilà. Nicolas Corato, vous dites que les idées de l'extrême droite, notamment l'ensauvagement, c'est ce que vous qualifiez d'idées d'extrême droite, effectivement, avec sa généalogie, sont devenues majoritaires au sein, en tout cas, de la majorité, avec Gérald Darmanin. Quelles sont les autres idées, les autres concepts qui vous semblent... je ne disais pas que c'était devenu majoritaire au sein de la majorité, je dis qu'elles sont devenues majoritaires en France, idéologiquement, que la bataille culturelle a été gagnée en partie par le Rassemblement national et jusqu'à un certain nombre de membres de ce gouvernement. Je ne dis pas qu'elles sont majoritaires au sein de la majorité, notamment la sortie du Grand Son cet après-midi, qui est on va dire, un descendant des Chiraciens de droite, est assez intéressante à ce sujet. Moi, je voudrais revenir sur l'histoire du populisme. Le populisme, c'est la confusion. Le terreau du populisme, c'est la confusion des valeurs et des principes. Et c'est vrai que le en même temps est une machine à confondre les valeurs et les principes, à les rendre complètement opaques et à faire en sorte que finalement les citoyens n'arrivent plus à retrouver le chemin vers la clarté des principes. Et je pense que le rôle d'un président de la République, c'est à un moment d'éclaircir, de mettre un peu de lumière dans tout ça, et de ne pas, au contraire, laisser ses citoyens dans l'obscurité totale face à des débats publics qui sont très importants. Je dirais également que, pour moi, le pragmatisme, c'est une idéologie qui confère à des visions d'extrême droite, à des visions extrêmement simplistes du monde. Quand on est pragmatique, quand on n'est pas idéologique, parce que moi je pense qu'on peut être idéologique, quand on est pragmatique, nécessairement, on arrive plus au fait qu'à l'idée, et le fait, étymologiquement, ça vous fait penser aussi à une certaine forme de politique donc pour vous, il faut être un peu plus dogmatique et moins faire avec les faits auxquels on est confronté. Bien sûr, le fait, c'est pas le fait qui éclaire le politique, c'est l'idée. Et par exemple, les attentats, comment vous réagissez? Parce que, alors, je vais me faire l'avocat du diable, parce que ni vous, Nicolas, ni Corinne ne défendez le gouvernement ou le Rassemblement national. Mais comment on fait quand on est au pouvoir ou dans l'opposition et qu'on est confronté à une vague d'attentats comme effectivement la France n'en a pas connu auparavant? C'est difficile de faire comme si les faits n'existaient pas et d'expliquer aux Français, écoutez, on ne change pas de cap. Nicolas? Mais enfin, on ne va pas lancer un débat sur la lutte contre le terrorisme en 5 minutes, mais on sait très bien que la lutte contre le terrorisme, c'est aussi une bataille de moyens, c'est aussi une bataille policière, c'est aussi une bataille de renseignement, c'est pas uniquement une bataille idéologique, c'est pas uniquement une bataille politique. On sait que les policiers aujourd'hui attendent moins de lois extraordinaires que de moyens d'enquête. On sait aujourd'hui que les policiers n'attendent pas nécessairement un débat politique sur les sujets, un débat idéologique, mais d'être soutenus dans leurs actions au quotidien, notamment par leur hiérarchie. Voilà ce que vous entendez quand vous discutez avec des gens qui travaillent dans le renseignement, qui travaillent sur l'antiterrorisme. Ils n'attendent pas aujourd'hui un débat public avec le Rassemblement national sur l'immigration. C'est pas ça qu'ils attendent aujourd'hui. C'est pas en tout cas ce qu'ils attendent. Corinne Tapiro, le Rassemblement national a gagné la bataille culturelle, disait Nicolas Corato à l'instant. Est-ce que vous êtes d'accord? Si on regarde les 20 dernières années, même avant Emmanuel Macron. On pourrait le considérer dans la mesure où ils sont devenus entre guillemets fréquentables, ils sont invités régulièrement sur les plateaux, comme toutes les forces politiques en présence à l'Assemblée nationale. S'ils posaient problème, ils n'auraient pas la capacité de se présenter. Mais là où leurs idées ont gagné entre guillemets cette, je dirais pas culturelle, là où elles ont gagné, c'est dans tous les territoires où l'État et la République a reculé. Il y a des tas d'endroits où la République ayant reculé, les thèses du Front National font leur chemin. Elles font leur chemin chez c'est ceux-là même qui votaient à gauche autrefois, dans les populations ouvrières, même dans certaines classes moyennes. Il y a une vraie progression, pas forcément des idées, mais de ce qu'ils espèrent comme solution. Et moi, je crains que dans notre société hyper médiatisée, entre guillemets, et dite informative, avec fake news ou pas fake news, peu importe, qu'un grand nombre de gens se disent on a essayé la gauche, on a essayé la droite, on a essayé quelqu'un qui venait de nulle part, on n'a pas essayé Marine Le Pen ou qui que ce soit d'autres de son club. Donc, essayons. Et c'est ça qui est inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est cette montée, moi, ce qui me frappe quand on écoute Marine Le Pen, peu importe ce qu'elle ait à dire,
Écoutez-la avec l'oreille de quelqu'un qui n'est pas un politique, qui vient de se faire de caillasser ou escater sa voiture, qui a vécu des choses difficiles. Il l'entend parler, il dit « Oh, mais elle a raison ». Et en fait, c'est ça qui est inquiétant dans son discours. C'est que dans son discours, elle arrive toujours sur 30 minutes à toucher peu ou prou 7 à 10 personnes dans sa diatribe. Et c'est ça qui est inquiétant. Ça veut dire que quand elle arrive à toucher des gens qui au départ n'étaient pas convaincus par ses idées, c'est que l'État a failli, c'est que le pouvoir en place, quel qu'il soit, les autres partis n'ont pas convaincu, ne réussit pas à convaincre et ne réussit pas à... Mais là où il faut que les partis arrivent à convaincre, c'est sur les domaines régaliens que sont la sécurité, la justice, la police, la santé, parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a quand même un vrai problème sur la santé. Effectivement, et on l'a vécu particulièrement en 2020. J'aimerais peut-être donner le mot de la fin. Et même l'éducation. Et même l'éducation. J'aimerais peut-être donner le mot de la fin à Nicolas Corato. On parlait du Rassemblement national, on parlait de l'époque où effectivement le Rassemblement national n'avait pas accès au plateau télé. Alors aujourd'hui, c'est un parti qui fait plus de 20% des voix. Démocratiquement parlant, ça paraît quand même assez compliqué d'expliquer aux Français qui ont voté pour eux qu'ils n'auraient plus le droit de s'exprimer à la télé à partir du moment où ce parti respecte la loi. Est-ce que ce parti va continuer à augmenter, à progresser dans les élections pour vous, Nicolas Corato ? Tant qu'il sera utile à d'autres forces politiques, oui, il continuera à progresser. Et tant que les autres forces politiques se contenteront de faire de la tactique politicienne pour être réélus grâce au Front National, bien entendu que le Rassemblement National continuera à progresser. Et tout est fait aujourd'hui. Quand le président de la République nous dit que le clivage droite-gauche n'existe plus, mais que le nouveau clivage, c'est entre les progressistes et les populistes, oui, le président de la République met le Rassemblement National au cœur de l'échiquier politique. Et donc, effectivement, il ne peut que progresser dans le schéma actuel dans lequel nous sommes. La question, c'est de savoir si c'est un vrai parti politique ou si c'est simplement, je dirais, le faire-valoir, le fauner d'un système qui compte se succéder à lui-même. Et moi, je suis plutôt sur la deuxième option. Et en tout cas, vous êtes assez pessimiste aussi. J'aimerais vous remercier tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. Merci Corinne Tapiro, conseillère Les Républicains d'arrondissement à Paris. Merci à vous Nicolas Corato. Merci. On retrouvera en 2021 sur les mêmes voies de la politique sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le fondateur du think tank Place de la République et auteur de ce livre Grandes plaidoiries et grands procès. Merci à vous. Passez tous les deux un excellent réveillon de fin d'année quand même, puisqu'on ne se reverra pas d'ici là, y compris sur Sud Radio. Soyez sages, faites attention à vous, mais passez de bonnes fêtes de fin d'année. La suite des vraies voix qui font bouger la France sur Sud Radio. Parlons vrai avec les entrepreneurs. C'est avec Stéphane Soumier qui, dans un instant, reçoit son invité, Mathieu Masselin. C'est le fondateur de Wondercraft, une entreprise justement qui s'occupe de la robotique. On va parler de 2021, de 2022 et même du futur assez lointain qui est peut-être déjà demain. Tout de suite sur Sud Radio. Bonjour, c'est Valérie Expert. Passez de très bonnes fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Le super loto du Nouvel An ? Ben non, ma résolution c'est de me contenter de choses simples. C'est 13 millions d'euros quand même. Ah, bon, mais les résolutions, elles n'ont pas encore commencé, non ? Et vous, ça vous dirait quelques millions ? Ce jeudi, super loto du Nouvel An de 13 millions d'euros minimum et 50 gagnants à 20 000 euros tirés au sort. Vois règlement. FDJ. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Bouygues Télécom. Nina de Niort n'a qu'une idée en tête pour cette nouvelle année. Un nouveau smartphone 5G. Ce serait nickel, oui, mais les promos de Noël étant terminées, Nina ne sait pas vers qui se tourner. Eh bien, Nina, ne cherchez pas plus longtemps. Jusqu'au 5 janvier, c'est encore Noël chez Bouygues Télécom. Profitez de 100 € de remise sur une sélection de smartphones 5G grâce au forfait Sensation avec avantage smartphone 60 Go et plus. Vite, appelez gratuitement le 3106. Offre soumise à condition, engagement 24 mois, 5G en cours de déploiement. Alors jusqu'à demain chez Auchan, le filet de saumon atlantique filière responsable Auchan élevé en Écosse est à 11,99 € le kilo. Pour 11,99 €, je pourrais vous dire que ce saumon est unique. Mais je préfère vous dire que ce saumon est filière responsable Auchan. Au moins ça, c'est la vérité. Ah, les bons plans qui font la différence. Auchan. Offre valable dans vos magasins Auchan participants. Jusqu'au 31 décembre, vos hypermarchés et drive sont ouverts dès 7h30 du lundi au samedi. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai. J'aime quand le réveillon débute enfin et que l'apéritif est servi. J'aime quand il y en a pour tous les goûts et que la surprise est au rendez-vous. J'aime quand c'est croquant, crémeux, moelleux, iodé et que la magie opère à chaque bouchée.
Vous non plus n'attendez pas. Avec Picard, préparez votre menu de réveillon dès maintenant et sereinement en magasin et sur picard.fr. Picard, le plaisir s'invente chaque jour. Pour votre santé, bougez plus. Bonne année, Gribouille. Cette année, on ne pourra peut-être pas réveillonner tous ensemble. Mais tous ensemble, restons plus que jamais mobilisés avec la Fondation de France pour aider les personnes vulnérables. Faites un don sur fondationdefrance.org. Fondation de France, la fondation de toutes les causes. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismarck.